Pyrrhon d'Hélice serait né vers 365 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire approximativement 20 ans après Aristote et 30 ans avant Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme. La métaphore de la charnière entre deux époques de la pensée, la philosophie classique et la philosophie hellénistique, s'applique donc particulièrement bien à ce philosophe, qui n'a rien écrit, n'a pas enseigné et n'en a pas moins eu une influence considérable. Au nom d'une sorte de fondamentalisme sceptique qui fait qu'il se présente comme les dépositaires du scepticisme original face aux hérétiques et révisionnistes de tout poil. Sextus Empiricus et ses prédécesseurs se diront pyrrhoniens, jusqu'à écrire les discours pyrrhoniens pour Énésidème et des esquisses pyrrhoniennes pour Sextus. À partir du XVIe siècle, pyrrhonien sera synonyme de sceptique. Pour justifier la référence à Pyrrhon, dans son entreprise, Sextus dit que la voie sceptique s'appelle pyrrhonienne du fait qu'il lui semble que Pyrrhon s'est approché du scepticisme d'une manière plus consistante et plus éclatante que ceux qui l'ont précédé. Plus consistante traduit le mot grec somatikoteron, qui signifie littéralement qui a plus de corps, soma. Avec Pyrrhon, les tendances diffuses du scepticisme grec s'incarnent en une manière de philosopher qui ne quittera plus la scène intellectuelle antique. Les commentateurs sont aujourd'hui d'accord sur plusieurs points. Le but de Pyrrhon est éthique. C'est le bonheur, que l'on ne peut atteindre selon lui que par une attitude d'indifférence à l'égard des objets, relations et valeurs qui forment ce qu'on appelle le monde extérieur. La philosophie de Pyrrhon est une philosophie en acte, et c'est plutôt par l'exemple même de sa vie qu'il a répandu ses idées, et comble d'indifférence sans chercher à les répandre. Notre source principale sur la vie de Pyrrhon est une notice composée avec soin de Diogène Laërce. Après avoir subi l'influence d'Anaxarque, qu'il suivit dans les fourgons de l'expédition d'Alexandre le Grand, ce qui lui permet de rencontrer les fameux gymnasophistes. L'influence de ces sophistes nus, adeptes d'une sorte de nirvana, est indiscutable, mais difficile à mesurer. On est allé jusqu'à voir une trace importante du bouddhisme chez Pyrrhon. Flintoff. Pyrrhon se signala par une existence en quelque sorte double. D'un côté, son indifférence au monde extérieur lui fait adopter une conduite franchement excentrique. Il marche droit devant lui sans souci des obstacles et n'est sauvé des roues des voitures que par ses compagnons. Il continue à discuter alors que son interlocuteur s'en est allé. Il ne prête aucune attention aux appels d'Anaxarque tombé dans une mare. Il disparaît brusquement de chez lui pour des errances sans but. Il ne montre même pas d'attachement pour ses propres principes d'indifférence, quand il se met en colère contre sa sœur ou quand il est terrorisé par un chien. D'un autre côté, on le voit mener une vie des plus rangées, s'occupant d'élever des animaux avec sa sœur, allant les vendre au marché, s'attirant l'estime de ses concitoyens, qui en firent un grand prêtre, charge qu'il ne semble pas avoir hésité à accepter. Doit-on suivre ceux qui, comme Jonathan Barnes, ont distingué de ce fait en Pyrrhon un sceptique rustique et un sceptique urbain? Ne faut-il pas plutôt considérer l'acceptation des règles du jeu social comme le sommet de l'indifférence? De même, Sextus Empiricus ne verra-t-il aucune contradiction entre le scepticisme le plus radical et l'obéissance aux lois et coutumes de sa cité, ou l'adhésion à l'enseignement de la religion traditionnelle? Nul doute que, dans l'imaginaire grec, la figure de Pyrrhon se soit imposée de son vivant, même comme celle d'un challenger de l'optimisme épistémologique hellénique. Le défi semble d'autant plus sérieux que nos sources insistent sur l'estime dont jouissait Pyrrhon aussi parmi les philosophes. Diogène Laërce rapporte que dans les débats, nul ne le méprisait, qu'Épicure l'admirait et demandait régulièrement de ses nouvelles. Plusieurs questions surgirent ici. Pyrrhon serait-il celui qui a réellement le premier battu en brèche un consensus intellectuel qui n'aurait été que secoué par les contestations antérieures, celles des atomistes comme celle de Xénophane, celles des sophistes comme celle des cyniques? En d'autres termes, est-ce à Pyrrhon que les dogmatiques hellénistiques, et principalement les stoïciens, entendaient répondre en faisant de la possibilité d'une connaissance vraie la question préalable de la philosophie? Mais aussi, pourquoi cette contestation s'est-elle installée, et pour longtemps, dans un mouvement philosophique issu de Pyrrhon, alors que l'histoire de la philosophie nous montre que bien d'autres penseurs auraient pu être candidats à cette fonction?
Dans la notice qu'il consacre à Pyrrhon dans le Savoir grec Brunswick, après s'être demandé si c'était Pyrrhon qui avait lancé à la conscience philosophique grecque un défi inédit et radical, visant à nier ou à mettre en doute la possibilité même du savoir, et après avoir remarqué que la chronologie se prêterait assez bien à cette simulation historico-théorique, finit par conclure que l'histoire est peut-être trop belle pour être vraie. Il est certain que, même si l'on veut durcir à l'extrême la figure de Pyrrhon et le considérer comme celui qui a inauguré une ère nouvelle qui devait se caractériser, entre autres traits, par une interrogation radicale sur la possibilité de la connaissance, il ne semble pas avoir lui-même été principalement concerné par les problèmes gnoséologiques. C'est dans l'appréciation de ses successeurs, y compris les plus immédiats, que Pyrrhon sera le grand ébranleur de l'épistémologie classique. Il nous faut, à ce point de notre rétrospective, nous pencher, après bien d'autres, sur un texte décisif. Aristoclès de Messine, un historien de la philosophie du 1er siècle après Jésus-Christ, attribue un ensemble de propositions susceptibles de fonder une attitude sceptique. À Timon de Phliante, disciple immédiat et enthousiaste de Pyrrhon, mieux vaut citer ce texte. Timon dit que si l'on veut être heureux, il faut s'attacher à ces 3 points. D'abord, quelle est la nature des choses? En second lieu, quelles dispositions nous devons entretenir à leur égard? Enfin, ce qu'on gagnera à se comporter ainsi. Selon Timon, Pyrrhon déclarait que les choses sont également indifférentes, non évaluables, indécidables. Pour cette raison, nos sensations et nos opinions ne sont ni vraies ni fausses. Pour cette raison, il ne faut en rien leur faire confiance, mais il faut être sans opinion, sans inclinaison, inébranlable, en disant à propos de chaque chose en particulier pas plus qu'elle est ou qu'elle n'est pas, ou qu'elle est et n'est pas, ou que ni elle est, ni elle n'est pas. Ce que gagneront ceux qui se comportent effectivement ainsi, disait Timon, c'est d'abord la non-assertion, ensuite l'absence de trouble, et selon Énésidème, le plaisir. Il est crucial pour comprendre ce texte de savoir où finissent les affirmations de Pyrrhon rapportées par Timon et où commencent les développements de ce dernier. 3 questions sont posées par Timon et Pyrrhon répond au moins à la première. Les choses sont également indifférentes, non évaluables, indécidables. Obligés de nous fier pour reconstituer une doctrine aussi originale que celle de Pyrrhon, au résumé en un petit paragraphe qu'en fait un historien postérieur de 2 siècles, le tout rapporté par un évêque malveillant, nous devons évidemment être prudents. Nous en savons néanmoins assez pour nous rendre compte combien la position pyrrhonienne n'était pas sans difficulté. Signalons-en une fameuse, dire que les choses sont indifférentes, adiaphora, peut s'entendre de 2 manières. En un sens objectif, cela signifie que les choses ne comportent pas de différence significative, et mieux vaudrait alors traduire adiaphora par indifférencié. En un sens subjectif, la thèse pyrrhonienne signifie que nous ne sommes pas en mesure de découvrir des différences significatives entre les choses. Adiaphora pourrait alors être traduit par indifférenciable. Or, si Pyrrhon déclare que les choses indifférenciées, cela semble bien répondre à la question initiale posée par Timon sur la nature des choses. Mais il faudra alors convenir qu'il porte un jugement sur le monde extérieur incompatible avec la retenue sceptique, un jugement du type de celui que Sextus Empiricus reprochera aux néo-académiciens et à d'autres de proférer quand ils disent que les choses sont insaisissables. Mais si Pyrrhon a voulu dire que les choses sont adiophora parce que nous sommes incapables d'y introduire les différenciations pertinentes, on ne voit pas bien comment il peut soutenir que pour cette raison, dia tuto, nos sensations et nos opinions ne sont ni vraies ni fausses. Ainsi, Edward Zeller a-t-il proposé de corriger le texte et de lui faire dire que les choses sont indifférenciables du fait que, dia to, nos sensations et nos opinions ne sont ni vraies ni fausses. Réticent, et on le comprend, à corriger le texte, Brunswick fait l'hypothèse que nos sensations et nos opinions sont indifférentes, non évaluables, indécidables, en tant qu'elles sont elles-mêmes des sortes de choses. Je ne le suivrai pas sur ce point, mais je le suivrai sur un autre, fort important pour en tirer d'autres conclusions que lui. La grammaire du texte, écrit-il, suggère que cette conséquence n'est pas tirée par Pyrrhon lui-même, mais par Timon. Voici dès lors comment je comprends le texte. Pyrrhon nous rapporte, Timon avait dit que les choses étaient indifférentes, non évaluables, indécidables. Et de cette déclaration, Timon tire 2 conséquences qui n'avaient pas été formulées par Pyrrhon. D'abord que nos sensations ou
nos sens et nos opinions ne nous donne de renseignements ni vrais ni faux sur les choses. Cette thèse peut bien être la cause du fait que les choses sont indifférentes, mais n'ayant pas été formulée par Pyrrhon, elle est tirée par Timon de l'affirmation de Pyrrhon sur les choses indifférentes, non évaluables, indécidables. Ensuite, résultat de la première conséquence, il ne faut pas faire confiance à nos sensations et à nos opinions et être sans opinion, sans inclination, inébranlable. À quelques différences de vocabulaire près, Sextus n'emploie pas les termes non évaluables, asta tueta, sans inclination, aklineis, inébranlable, acra dantos, mais n'est pas à court de notions équivalentes. On reconnaît dans la position de Pyrrhon et les conséquences qu'en tire Timon, le patron de l'épistémologie sceptique développée par les esquisses pyrrhoniennes. La fin du passage d'Aristoclès est aussi intéressante que mal comprise. Édouard Desplaces l'interprète ainsi. Le sage doit dire de chaque chose, il n'est pas plus vrai qu'elle soit qu'il n'est vrai, qu'elle n'est pas où elle est, et elle n'est pas où il n'est vrai ni qu'elle soit, ni qu'elle ne soit pas. Cet extrait est à lire en ayant à l'esprit le passage de Sextus sur les expressions sceptiques. L'interprétation traditionnelle voit donc dans ce texte une énumération de 3 propositions auxquelles le sceptique peut faire appel, en les prenant séparément ou tout ensemble. 1. Il n'est pas plus vrai que A plutôt que non A, en grec, ou malone, estine, et houk, estine, peut signifier qu'il n'est pas plus vrai ou affirmable que quelque chose est plutôt que n'est pas, mais aussi et plus naturellement qu'il n'est pas plus vrai que quelque chose est ceci plutôt que n'est pas ceci. 2. A et non A. 3. Ni A ni non A. La seconde proposition violant clairement le principe de non-contradiction. Je suis convaincu que le « il n'est pas plus vrai », le fameux malone ou malone, dont Sextus fait la première des expressions sceptiques, est en facteur commun et que le texte signifie en fait pas plus A ou non A, que A et non A, que ni A ni non A. Cela irait même plus loin que ce que Sextus lui-même rapporte dans son analyse des expressions sceptiques. Il s'agit d'une matrice sceptique s'étendant au métalangage du logicien et que l'on pourrait formuler ainsi. La disjonction, la contradiction, l'exclusion sont indécidables. Ainsi n'ai-je pas plus de raison de dire du meurtre, il est bon ou mauvais, que de dire il est bon et mauvais, ou de dire il n'est ni bon ni mauvais. Aristoclès, qui avait sans doute lu le livre Gamma de la métaphysique d'Aristote, et notamment son chapitre 4, n'a pas pu écrire cela par négligence. Telle est la réponse à la deuxième des questions énumérées par Timon. D'après moi, cette réponse est donnée par Timon, qui la tire de celle de Pyrrhon à la première question. Aristoclès attribue sans aucune ambiguïté possible la réponse à la troisième question à Timon. Une fois que nous serons dans cet état d'indifférence vis-à-vis des choses, nous atteindrons l'aphasia, qui n'est en aucun cas le mutisme ou le silence mystique que prônent les pythagoriciens ou les sages orientaux, mais la suspension de tout usage assertorique du langage. Ensuite, le sage atteindra l'ataraxia, l'absence de trouble, et par conséquent le bonheur. Je laisserai de côté le redoutable problème de l'irruption caudale des nésidèmes et du plaisir. Pyrrhon, Timon, le plus vraisemblablement, est donc que le second a donné une forme sinon systématique, du moins logique et argumentée à des propositions proférées par son maître. Timon de Phlyonte avait une quarantaine d'années de moins que Pyrrhon, aux côtés de qui il vécut environ 20 ans. Ou plutôt, la chose a son importance, s'efforça de vivre, car Pyrrhon ne se comportait pas comme un maître et ne semblait pas se soucier d'enseigner, même de manière interrogative et maïeutique comme Socrate. Timon était un esprit brillant, mordant jusqu'à la méchanceté. Sa production littéraire a été importante. Ébloui à la fois par Pyrrhon, qu'il comparait au soleil, et par l'extrême nouveauté des positions pyrrhoniennes dans le monde intellectuel grec, il entreprit de se faire le propagandiste de la doctrine de son maître, avec une puissance apologétique assurément étrangère à ce dernier. Dans le contexte agonistique qui caractérise la vie philosophique grecque, il s'agit de défendre les idées du maître contre ceux qui les contestent, mais aussi de détourner les jeunes gens des courants de pensée et après leur fondation des écoles stoïciennes et épicuriennes, des sectes diverses, adverses. Le pyrrhonisme y prit nécessairement un air de déjà-vu,
comme dans le cas des défenseurs des autres doctrines, passées et futures. Timon entreprit de montrer l'inanité, voire le ridicule des autres systèmes de défendre l'orthodoxie sceptique des contrefaçons, nombreuses, puisque depuis Homère, le scepticisme est la chose du monde la mieux partagée, de montrer que la voie sceptique vers le bonheur est décidément la meilleure. Des ferments existent donc de transformation de la voie pyrrhonienne en école philosophique en bonne et due forme. Diogène Laërce rapporte que c'est la première génération des disciples de Pyrrhon que l'on appela pyrrhoniens, aporétiques, sceptiques, suspensifs et chercheurs, termes qui constituent selon Sextus les appellations du scepticisme. À strictement parler, ces disciples, en tête desquels se trouve Timon, sont donc les premiers sceptiques. Tout cela nous amène à réviser l'importance de Timon, qui, loin d'être un disciple simplement tapageur et enthousiaste, se détache maintenant comme le véritable inspirateur de la voie sceptique. Du coup, et pour des raisons chronologiques, l'histoire de Pyrrhon, auteur du défi auquel s'efforceront par la suite de répondre les écoles philosophiques hellénistiques, est non seulement trop belle pour être vraie, mais elle est carrément fausse et demande même à être inversée. Timon, en effet, qui serait né vers 325, moins 325, est plus jeune qu'Épicure, né vers moins 341, et que Zénon de Citium, né en moins 335. Il est donc vraisemblable que c'est le spectacle de l'essor des systèmes dogmatiques, et notamment du stoïcisme, qui a poussé Timon à systématiser et à fonder épistémologiquement les maximes tirées de la vie de Pyrrhon. Mais alors, il est plus vrai de dire que c'est le stoïcisme qui a suscité la forme timonienne, construite et efficace du scepticisme, que de dire que c'est le défi sceptique qui a rendu le stoïcisme nécessaire. S'il y a eu, au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, un besoin de dogmatisme, cela ne peut être imputé à Pyrrhon. Nous avions formulé une seconde question. Pourquoi la contestation du dogmatisme s'est-elle développée en un mouvement philosophique cohérent et pérenne à la suite de Pyrrhon ? Prise à la lettre, cette interrogation est au mieux mal posée et au pire stupide, puisqu'elle revient à demander pourquoi ce ne sont pas les cyniques et les cyrénaïques qui ont joué au cours des siècles le rôle dans la contestation sceptique du savoir. Or, l'historien sérieux doit éviter de s'interroger sur ce qui n'est pas arrivé. Je me contenterai donc de signaler quelques éléments qui, en affaiblissant ce que Sextus appelle les philosophies voisines, ont renforcé les chances du mouvement issu de Pyrrhon d'incarner à lui seul, ou en tout cas mieux que les autres, la philosophie sceptique. Ce problème de l'élection du pyrrhonisme pour représenter l'envers du dogmatisme a beaucoup préoccupé Sextus Empiricus, comme l'attestent les derniers chapitres du premier livre des Esquisses pyrrhoniennes, dans lesquels il s'applique à distinguer la voie sceptique des philosophies voisines. À part l'école médicale dite méthodiste, aucune de ces philosophies ne trouve grâce aux yeux de Sextus, même si visiblement certaines sont moins mauvaises que d'autres. À toutes, il fait au fond le même reproche, celui de ne pas pousser leur velléité sceptique jusqu'au bout et d'être en réalité des dogmatismes qui s'ignorent. Voyons ce qu'il en est de quelques-uns de ces candidats malheureux à l'époque de la disparition de Pyrrhon. Si l'on situe la mort de Pyrrhon vers 270 avant Jésus-Christ, la situation philosophique est alors d'une subtile complexité. L'école d'Aristote, le lycée, continue d'exister sous la houlette de Straton, de Lampsaque, surnommé le physicien, parce qu'il semble avoir abandonné les recherches métaphysiques autant qu'éthico-politiques d'Aristote. Le stoïcisme est maintenant bien établi. Son fondateur Zénon a encore 8 ans à vivre, et il connaît même sa première hérésie, celle d'Ariston de Chios. Épicure est mort l'année précédente, en 271. Qu'en est-il du cynisme, philosophie provocatrice et contestataire par excellence, et qui, à ce titre, aurait pu prétendre cristalliser autour de lui l'opposition aux philosophies traditionnelles? Deux choses font qu'il ne peut être un opposant sérieux au dogmatisme, notamment stoïcien. D'abord, il n'y a pas vraiment de terrain commun où cynisme et stoïcisme peuvent s'affronter, le premier s'étant cantonné à ce que les stoïciens auraient appelé l'éthique. Pour dire les choses rapidement, il a manqué à Diogène le cynique d'avoir un Timon. Peut-être le scepticisme aurait-il connu un destin comparable à celui du cynisme. Et s'il était resté un pyrrhonisme original, voir l'intéressante remarque de Nausifane selon laquelle il faut suivre Pyrrhon pour son genre de vie, mais lui-même, Nausifane, pour les doctrines, ou celle du médecin Théodose, selon qui Pyrrhon n'a pas été le fondateur du scepticisme et n'a soutenu aucun dogme, mais on appelle pyrrhonien celui qui se conduit comme lui, selon les écrits de Diogène Laërce. D'où la seconde raison,
Les stoïciens ont tout simplement prétendu recueillir l'héritage cynique en considérant que les cyniques s'étaient cantonnés à une prédication éthique à laquelle les stoïciens ont donné les fondements théoriques, logiques et physiques dont elle avait besoin. Zénon ne semble pas avoir renié le cynique Cratès qui fut son premier maître. Mais l'un des événements les plus remarquables de cette époque est la nouvelle orientation donnée par Acésilas à l'académie platonicienne, dont il avait pris la tête en 273. Cette nouvelle académie est une académie sceptique qui constitue la seconde source du scepticisme ancien. Les doctrines de la nouvelle académie présentent tant de ressemblances avec celles que la tradition la plus accréditée attribue à Pyrrhon, écrit Victor Brochard, qu'on est naturellement tenté de considérer l'école d'Arcésilas comme une simple continuation de celle de Pyrrhon. Et quand on lit l'exposé des doctrines des nouveaux académiciens, par exemple sous la plume de Cicéron, qui fut sans nul doute leur meilleur défenseur, on ne peut qu'être frappé par leur parenté avec ce que nous savons de l'enseignement des sceptiques, issus de Pyrrhon. Arcésilas soutenait que l'on pouvait mettre en face de toute affirmation une affirmation contraire, qui avait autant de poids, de sorte que le sage ne devait se prononcer sur rien. À l'époque de Sextus Empiricus, les philosophes qui n'étaient pas directement concernés par ces subtilités semblent avoir eu du mal à faire la différence entre néo-académiciens et néo-pyrrhoniens. J'en veux pour preuve l'explication du néo-platonicien Numenius, parlant d'Arcésilas près de 5 siècles après sa mort, et expliquant que bien qu'il eût dû être appelé un pyrrhonien, du fait de ses positions pyrrhoniennes, il continua à se dire académicien par dévotion envers son amant, l'académicien Crantor. Donc il était un pyrrhonien sauf par le nom, et n'était pas un académicien sauf par l'appellation. Les rapports entre le mouvement philosophique issu de Pyrrhon et la Nouvelle Académie est un sujet bien trop complexe pour être traité ici, même de manière sommaire. De plus, aucun accord entre les interprètes ne se profile sur ce point d'histoire de la philosophie. Rappelons que les relations entre pyrrhoniens et néo-académiciens furent tout sauf cordiales. Timon s'est particulièrement acharné sur Arcésilas, celui-ci, comme ses successeurs, se gardant bien de se reconnaître la moindre dette envers le maître d'Hélice. Même Cicéron, qui était suffisamment en marge des deux écoles, à son époque l'académie sceptique n'existait plus, puisqu'il a suivi les cours d'Antiochus d'Ascalon à Athènes, ne mentionne aucune influence de Pyrrhon sur Arcésilas et ses successeurs. Sans doute est-ce une constante de l'histoire des idées qui n'est point de haine pire que celle des frères ennemis, que peu de choses différencient. On sait, les esquisses pyrrhoniennes ne manquent pas de nous le rappeler, que la critique principale adressée par les sceptiques pyrrhoniens aux nouveaux académiciens était qu'ils avançaient une thèse dogmatique en déclarant que les choses étaient insaisissables, alors que les vrais sceptiques disaient de ne pas pouvoir décider si elles étaient saisissables ou insaisissables. Sextus a par ailleurs étendu cette critique à d'autres groupes de penseurs comme les cyrénaïques ou les médecins empiriques. Il est finalement difficile de décider, dans l'état actuel des textes, jusqu'à quel point ce reproche est fondé. Mais il semble que la Nouvelle Académie ait entretenu avec le dogmatisme des connivences d'un autre ordre, dont une lecture attentive de Sextus nous montre qu'il les avait bien reconnus. L'un des traits les plus frappants de la philosophie d'Arcésilas est son extrême dépendance à l'égard de la philosophie dogmatique dominante à son époque, le stoïcisme. Cette situation continuera d'ailleurs tant que durera l'Académie sceptique. Comme dans une sorte de jeu d'échecs, les stoïciens rectifieront leur propre théorie en acceptant les critiques de leurs adversaires académiciens, ceux-ci prenant à leur tour en compte les derniers développements du stoïcisme. Ainsi est-il certain que Carnéade, deuxième grande figure de l'académie sceptique qui prit la tête de l'école vers 160 avant Jésus-Christ, répondait au remaniement du stoïcisme par Chrysippe, lequel avait pris en grande considération les critiques adressées par Arcésilas à la philosophie de Zénon. C'est finalement le stoïcisme qui l'emportera dans sa partie de bras de fer séculaire avec l'académie sceptique, quand au 1er siècle avant Jésus-Christ, Antiochus d'Ascalon, tout en se prétendant académicien, accepta en fait l'essentiel des positions stoïciennes. En apparaissant comme l'image renversée du stoïcisme, la nouvelle académie se privait sans doute d'une dimension critique universelle que le scepticisme prétend assumer. Énésidème, nous allons le voir, fut particulièrement sensible à cette limitation.